Bienvenue déjà à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui dans ce webinaire sur la maîtrise statistique des processus. C'est un webinaire qui vous est présenté, donc un webinaire principalement technique, vous allez voir, qui vous est présenté par Vertis Engineering, qui est un organisme de formation et d'ingénierie, notamment dans le domaine de tout ce qui est un peu performance industrielle, à la fois la mise en place en phase développement et puis derrière l'exploitation en phase production, en phase série. Donc ça va à la fois de la gestion de projet, la PQP, passant par l'AMDEC, et puis bien sûr la maîtrise statistique des processus, qui est ce qui nous amène aujourd'hui. Je vais pas aller plus loin dans la présentation de Vertis, c'est pas l'objet aujourd'hui. En termes de présentateur, donc moi je m'appelle Brice Gravel, je suis consultant formateur pour Vertis. Je vais faire l'introduction de ce webinaire. Ensuite, vous aurez la parole je laisserai la parole à Françoise Rifki et Xavier Seigne, qui se présenteront eux-mêmes de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. Donc, je vais vous laisser un peu la surprise là-dessus. Vous avez quelques informations déjà sur le slide que vous voyez à l'écran. Le petit sondage qui a précédé un petit peu ce webinaire, donc avant de réaliser ce webinaire il y a quelques semaines, on a mis en place un petit sondage sur LinkedIn pour voir à peu près où est-ce qu'on en était, et la question qui était posée, c'était à votre avis à quel moment on règle le plus souvent la machine sur une ligne de production, hein. Bon, c'était ça un peu l'idée derrière. Et donc on proposait, est-ce qu'on le fait suite à une non-conformité, suite au début d'une nouvelle production, est-ce qu'on le fait à intervalles fixes, par exemple les intervalles donnés dans le plan de surveillance uniquement, ou est-ce qu'on le fait quand on constate une instabilité dans le processus? C'était ça l'idée de la question. Donc là, vous avez les réponses qu'on a récupérées de ce sondage, qui sont assez parlantes, puisque personne visiblement considère que lorsqu'il y a une instabilité constatée, on devrait être amené à... Alors c'est peut-être la question de la façon dont elle a été tournée qui fait que les gens ont répondu ça, mais c'est assez drôle de voir que finalement, enfin en tout cas pour nous un peu plus spécialistes de la qualité en production, on se rend compte que la façon la plus... Ce qui est le plus recommandé ne ressort pas dans les réponses, on va dire ça comme ça. J'irai pas beaucoup plus loin que ça dans mon introduction, parce que je vais laisser la parole à Xavier puis à Françoise sur ce sujet-là. Donc ça c'est... mais voilà, donc pour l'introduction, du coup, on en revient du coup au sujet de au sujet du webinaire, qui est est-ce que les opérateurs en production finalement maîtrisent vraiment le process de fabrication? C'est un peu orienté comme ça, donc voilà. Je vais laisser Xavier prendre la main si tu veux. Je crois que c'est toi qui parles en premier. Oui, tout à fait, voilà. Donc, je vais me faire Merci, Brice. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais me faire un petit peu le porte-parole de la description de d'une action de formation, donc d'opérateur en fabrication sur la SPC, que nous avons construit en équipe et déployé, en équipe, même si c'est Françoise Rifki qui parlera tout à l'heure, qui est intervenue. Alors moi, comme je disais, je vais m'attacher à présenter ce que nous faisons dans le domaine de la SPC vis-à-vis des opérateurs en fabrication pour assurer qu'ils appliquent bien la SPC, qu'ils le contrôlent bien, qu'ils maîtrisent bien la SPC, on va dire, de manière à, comme c'était indiqué dans le titre du webinaire, contrôler moins, réagir plus tôt, éviter les rebuts, éviter le surréglage. Alors, je vais présenter ce que nous avons fait, et ensuite, nous avons prévu de laisser la parole à Françoise Rifki, qui a donc déployé l'action de formation correspondante auprès d'industriels et auprès de leurs opérateurs, et donc il pourra nous faire un retour d'expérience sur ce déploiement. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais replacer le contexte, en fait, disons, l'acquisition de la SPC par les opérateurs. Quel était le contexte? Avril 2022, cette année, auparavant, Vertis Engineering était une société expérimentée dans l'accompagnement des équipes, méthodes industrielles et qualité, dans leur mise en œuvre de la SPC. Par contre, accompagner les opérateurs dans leur compréhension de la SPC et dans leur compréhension de la philosophie de la mise en œuvre, on ne l'avait jamais fait. Donc, nous avons eu une demande de la part d'un industriel de former l'ensemble des opérateurs en usine à l'application de la SPC. Voilà. Et donc, quand on a échangé avec le directeur de production de cette entreprise, on s'est aperçu que les exigences exprimées étaient les suivantes. La SPC est actuellement utilisée par l'entreprise
mais le sens de la SPC n'est pas compris par les opérateurs. Il y a des enregistrements de valeurs qui sont faits, mais sans qu'il y ait une réelle compréhension de qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on enregistre, comment on l'exploite pour piloter le processus. Donc, exigence de convaincre déjà les opérateurs de l'utilité de la SPC, exigence de donner du sens, ça va de pair hein, à la démarche, exigence de transmettre aux opérateurs les éléments qu'il leur faut pour savoir piloter des processus de fabrication avec la SPC, et puis une exigence vis-à-vis de ces opérateurs d'avoir une approche la plus terrain possible et la plus pragmatique possible. Voilà, adaptée, disons, pour des profils de personnes qui aiment le terrain, qui aiment l'usine, hein, l'atelier. Voilà. Donc, alors, excusez-moi, je crois que j'ai un petit souci au niveau de mes slides. Je suis en train de remonter. Ouais, je me suis laissé piéger par mon sondage, justement. Voilà pour les exigences, hein, comme je disais. Et nous avions ces exigences, comme je viens de le dire. Voilà. Alors, on a pris en compte ces exigences et on a commencé à réfléchir comment on pourrait aborder cette action de formation. Voilà. Et on s'est vite rendu compte que si la compréhension de la SPC n'est pas présente, probablement il allait y avoir, entre guillemets, des idées reçues, on pourrait dire presque des idées fausses contre lesquelles il va falloir que l'on que l'on agisse pour convaincre, disons, les opérateurs de la bonne démarche pour maîtriser un process de fabrication. Voilà. D'où ma première question dans le sondage, vous voyez, pour vous hein, aujourd'hui. Voilà une question. Quelle est la méthode, selon vous, la plus efficace pour garder la maîtrise d'un process de fabrication? Est-ce que c'est premièrement de contrôler à 100%? Ou est-ce qu'à votre avis, c'est plutôt de contrôler en fréquentiel? C'est-à-dire, par exemple, contrôler des échantillons de 3 pièces sur 10, on va dire. Hein, c'est de la petite série, hein, par exemple. On fait, mettons, 80-90 pièces par jour ou 100 pièces. Est-ce que c'est contrôlé en fréquentiel ou est-ce que c'est contrôlé à 100%? Voilà. Quelle est la meilleure méthode la plus efficace pour garder la maîtrise d'un process de fabrication? Ok, bon, on a 4 réponses. On voit que 75% d'entre vous, enfin 3 sur 4 ont répondu en fréquentiel, une personne a répondu à 100%. Voilà, donc ça illustre le premier point sur lequel il fallait qu'on apporte une clarification. Effectivement, dans les groupes de personnes qui ont été amenées à former, ben, ces notions-là il y avait des avis qui pouvaient diverger, en fait. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qui a été fait de notre côté? Ben, en fait, nous avons conçu un atelier, étant donné qu'on avait besoin d'être pratique et pragmatique. Hein, on a conçu un atelier dans lequel ben, on avait considéré qu'on était une entreprise qui fabrique des pièces, vous voyez, qui sont des tubes découpés, en fait, hein, avec un dimensionnel de plus ou moins 0,5, ok, 30 plus ou moins 0,5. On imagine une production à 1500 pièces jour, ok, avec une machine de découpe, voilà. Et on utilise un pied à coulisse, bien évidemment, adapté hein, en termes de résolution pour mesurer cette tolérance, voilà. Et puis on va considérer simplement une série de 50 pièces, ok, 50 pièces à la suite, voilà. Alors pour la petite histoire et pour faire un petit peu d'humour, bon, évidemment, chez Vertis Engineering, vous imaginez bien qu'une machine de découpe Reviller comme celle-ci, nous n'en avons pas. Donc, pour concevoir notre atelier d'application, nous avons premièrement généré les données qu'on voulait obtenir. On a pris les données sur le graphe, vous voyez, comme on est en train de le faire là sur ce graphe-là en montrant du doigt. On a fait une prise de mesure sur des tubes, vous voyez, avec un système de mesure qui est tout à fait au point, hein, pour mesurer une tolérance à plus ou moins 0,5. On a pris un réglé qui est lui-même gradué au demi-millimètre, donc il est tout à fait adéquat, bien entendu. Voilà, c'est un petit clin d'œil à certains d'entre vous. Celui-là, il passerait pas la norme IATF. On a découpé, vous voyez, avec un outil NEC plus Ultra. Vu que le système de mesure n'était pas adéquat, il a fallu qu'on refasse l'équerrage et la retouche. Et enfin, on s'est assuré que la mesure de la pièce au final qu'on obtenait était bien celle qu'on souhaitait obtenir. Voilà, avec quelques ratés de temps en temps, mais on y est arrivé quand même. Voilà. Et donc on est arrivé, on devait considérer 50 pièces à la suite. Alors on n'a pas généré 50 pièces, vous voyez, on a généré à peu près 25, je crois, qui sont montrées ici et qui sont numérotées en fait. Voilà, 50 pièces numérotées. Et puis dans la formation, on a demandé en fait aux participants déjà de suivre une procédure de contrôle qui soit la même, parce qu'on avait des petits problèmes d'équerrage hein, sur les pièces, donc on leur a demandé de bien poser la pièce à plat, avec le numéro en face d'eux, et de la mesurer toujours de la même manière pour bien obtenir les valeurs qu'on attendait.
Et puisqu'on leur a dit, ben voilà, c'est 50 pièces, maintenant, on va comparer le contrôle 100% avec le contrôle par échantillonnage. Donc on leur a dit, vous allez prendre les 50 pièces et vous allez les mesurer et vous allez tracer les mesures que vous obtenez sur le graphe. C'est ce que je suis en train de faire ici. Et donc la consigne qui a été donnée, c'est, s'il vous plaît, alertez-nous s'il y a des pièces qui sortent des tolérances. Voilà, donc on a contrôlé, on a tracé, on a contrôlé, on a tracé, etc. On a contrôlé, on a tracé. Jusque-là, tout allait bien, il n'y avait pas d'alerte, vous voyez, tout se passait bien. OK, on continue. Et puis on arrive ici, hop, pièce 46. Ah ben là, c'est l'alerte. Voilà, il y a une pièce qui sort de la tolérance. Voilà, donc ça, c'est évidemment, c'est le contrôle à 100%. OK. Et quand on a observé ce qu'on a fait avec les participants, évidemment, ben, c'est vrai qu'on a vu qu'on a réagi au bout de la 46e pièce. Le commentaire qu'on peut faire, effectivement, c'est que l'instabilité qui a généré cette pièce hors tolérance, elle est apparue bien avant, hein. Elle est apparue à peu près à l'endroit où on avait la flèche rouge. Voilà. Mais on a réagi qu'au bout de la 46e pièce. Voilà. Ça, c'était la première manip. Bien terrain, bien apprécié en général, hein, parce que c'est très pratique. Deuxièmement, ben, on leur a dit, maintenant, testons le prélèvement, le suivi par échantillonnage. On va plus contrôler les 50 pièces, on va contrôler 3 pièces sur 10. On les a toutes pris 3 pièces sur 10 aux mêmes intervalles, hein, à chaque fois. Okay, on en a 50, on en a pris 3 sur 10. Voilà. Donc, et puis ces 3 sur 10, on va calculer la moyenne des 3 pièces, des mesures des 3 pièces, et puis on va calculer l'étendue des mesures des 3 pièces, c'est-à-dire le maxi moins le mini. Voilà. Et puis, même manip. Par contre, la manip, maintenant, on l'a fait sur des cartes SPC. C'est-à-dire qu'on leur dit, la moyenne, vous la reportez ici sur le graphe des moyennes qui est ici, et puis l'étendue, vous la reportez sur le graphe des étendues qui est ici. Et vous nous alertez, s'il vous plaît, lorsque vous sortez des limites de surveillance, c'est-à-dire les limites qui sont indiquées en vert. Voilà. Limite de surveillance ici sur la carte de la moyenne au-dessus et surveillance sur la carte des étendues en bas. Voilà. Ben voilà le résultat qu'on a obtenu en prenant évidemment les mêmes 50 pièces, hein, enfin 3 pièces sur 10 sur les mêmes 50 pièces de départ. Au niveau de la moyenne, au niveau de l'étendue, vous voyez que déjà, même avec le deuxième échantillon, on voit qu'on était en dehors des limites. D'ailleurs, le premier était déjà en dehors de la limite. Et au niveau de la moyenne, on voit que dès le troisième échantillon, c'est-à-dire au bout de 9 pièces mesurées, hein, voilà, 30 pièces produites, on est hors limite. Voilà. Donc il y a une instabilité qui est apparue. Ça veut dire que le processus n'est plus maîtrisé. On a une alerte qui est apparue, en fait. Voilà. Donc après, on peut continuer. Voilà, et on a continué à mesurer les 3 pièces sur 10, donc ça nous en fait au total 15, hein, voilà, sur les 50 qui ont été mesurés. Donc on voit que quand on a procédé par un échantillonnage SPC, bah, évidemment, on a pu constater qu'on était capable de détecter le problème en présence sur les mêmes 50 pièces, hein, c'est-à-dire la dérive, on a été capable de la détecter beaucoup plus tôt. Voilà. Donc c'est la première constatation qui permet de bien replacer les choses en termes de compréhension pour eux. Pourquoi ils font de la SPC? C'est parce que contrôler à 100%, on le voit bien, en termes de nombre de pièces contrôlées, ça nous en fait 50 à contrôler, on contrôle tout, alors qu'en SPC, ça nous en fait 15. On a contrôlé beaucoup moins. C'est ce qu'on disait dans le titre de notre, webinaire. Hein. Quand avons-nous réagi? Dans le premier cas, on a réagi à la 45e ou même 46e pièce, je crois, hein, c'est-à-dire presque à la fin, parce qu'il y avait des hors-tolérances. Avec la SPC, on a réagi au niveau du deuxième lot sur la carte des étendues, c'est-à-dire au maximum au niveau de la 20e pièce, en fait, si on prend les pièces produites, hein, si on ne prend pas les pièces mesurées. C'est au niveau de la 6e pièce mesurée, mais c'est au niveau potentiellement de la 20e pièce produite. Et puis, y a-t-il eu des rebuts? Dans le contrôle à 100%, oui, il y a eu des rebuts, parce qu'on a réagi qu'au moment où on avait des rebuts. Par contre, dans la SPC, il n'y a pas eu de rebuts. Pourquoi? Parce que les limites qui étaient en vert, qu'on a indiqué tout à l'heure, ce ne sont pas des limites de tolérance, ce sont des limites de surveillance. C'est-à-dire, on réagit avant de sortir des limites de tolérance. Voilà. Donc ça indique, en règle générale, une chose très intéressante, à la fois pour des opérateurs, mais aussi dans le cadre général, c'est que le contrôle à 100% est moins adapté pour maîtriser un process que de la SPC bien utilisé. Voilà. Et c'est valable aussi pour des contrôles automatisés. Il y a beaucoup de contrôles automatisés sur des machines dans l'industrie. Si c'est des contrôles automatisés qui sont juste là pour faire du bon mauvais, ça va générer des rebuts. C'est mieux d'avoir des contrôles automatisés qui sont là pour nous alerter quand il y a des dérives. Notamment sur des presses à injecter, vous savez, il y a des modules qui permettent de faire de la SPC. C'est beaucoup mieux d'avoir ça plutôt que de réagir seulement quand on sort des limites de réglage des paramètres presse. Voilà. Donc, on a réagi plus tôt,
on a évité de produire des rebuts, on a contrôlé moins. Vous voyez, ça couvre déjà 3 des éléments qu'on a vus dans les éléments du webinaire. Par contre, après, ce qu'on s'est dit, c'est que il y aura probablement des personnes qui vont nous dire, mais oui, mais c'est bien ce que vous nous présentez, mais nous, on contrôle pas à 100%. Nous, on contrôle, comme il est indiqué ici, en fréquentiel, et on fait, nous, une pièce toutes les heures, par exemple. Une pièce toutes les heures, si c'est, par exemple, des caractéristiques spéciales, on en prend une par heure. Voilà. Donc, ce que vous nous dites, monsieur, c'est très bien, mais c'est pas applicable. Alors, c'est pour ça qu'on a conçu un autre atelier, donc avec les mêmes types de pièces, hein. Donc, on a généré d'autres pièces découpées, si vous voulez. Puis, on a fait un autre atelier. Et on leur a dit, voilà, maintenant, vous avez un contrôle fréquentiel d'une seule pièce toutes les heures. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Voilà. Et on leur a dit, prenons l'exemple où on arrive, on est en train de travailler à 8 heures, on contrôle une pièce, comme vous nous l'avez dit. On la trouve ici, la pièce. Voilà. On la trouve ici, à peu près à 30,35. Voilà. Et puis la question qu'on leur pose, c'est, si vous la trouvez ici, sachant que la ligne rouge ici au-dessus, c'est la tolérance supérieure, et la ligne en bas, c'est la tolérance inférieure, que feriez-vous? Est-ce que vous régleriez du décalage que vous venez de trouver, ou pas? Voilà. C'est aussi une question que je vais vous poser. Regardez le graphe qui est là, regardez la pièce qu'on a mesurée ici. La question, c'est est-ce que vous régleriez, vous, ou pas, si vous constatez cette mesure? Voilà, donc le sondage apparaît. Est-ce que vous régleriez, vous, dans ce cas, pour vous recentrer ou pas? Oui ou non? Ah, voilà, c'est 50-50, oui et non. Merci beaucoup. Donc, bon, avec les informations que l'on a, c'est sûr qu'on a une pièce hors tolérance, et surtout avec la méthode qu'on applique, hein, qui est basée sur des pièces unitaires toutes les heures, oui, là, on n'a pas d'autres infos, on est plus ou moins obligé de se recentrer, hein, parce qu'on ne va pas continuer comme ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Je dis pas que c'est correct de faire ça, mais on est plus ou moins obligé de le faire avec les informations qu'on a et avec la méthode qu'on utilise. Voilà. Donc, on se règle. Et alors, on continue. On va continuer, et puis à 11 heures, on prend une 4e pièce. Et là, badaboum, on la trouve ici. Vous voyez, on la trouve carrément de l'autre côté de la tolérance, hors tolérance. Voilà. Et donc là, bon, forcément, quand on en arrive là, on ne comprend plus bien ce qui se passe. Hein. On est hors tolérance de l'autre côté. Voilà. Alors à chaque fois, bien évidemment, il peut y avoir des pièces. Je vous dis, on règle avec une pièce, mais on peut se régler avec une pièce et puis une deuxième pour vérifier. Bon, voilà, le scénario est pas tout à fait détaillé, hein, mais voilà. Voilà l'idée. Donc on en arrive à une situation où on comprend plus du tout ce qui se passe parce qu'on pensait s'être, disons, recentré sur la cible, alors que ça n'a pas été du tout le cas. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait cette manip, évidemment, on le fait avec des pièces mesurées, hein, c'est les participants qui le font. On affiche un petit peu ce qui s'est passé. Et effectivement, on dit aux participants, regardez ce qui s'est passé. À 8 heures, la pièce unitaire que l'on a contrôlée, c'était celle-ci. Mais cette pièce, elle faisait partie d'un lot de pièces, si vous voulez, produites en même temps, hein, si on en prend 5 en même temps. Le lot de pièces était, lui, bien centré. C'est-à-dire que sa moyenne était aux alentours de la cible de la tolérance. Donc, à 8 heures, déjà, on a fait une erreur. On a réglé alors qu'on n'aurait pas dû régler. Ensuite, et donc on s'est décalé, hein, on s'est décalé à peu près de cet écart. Voilà. Donc on s'est décalé, entre guillemets, on s'est déréglé. À 9 heures, on a pris une pièce. Par contre, c'était une pièce qui appartenait à un échantillon et qui était une pièce extrême dans l'échantillon. C'est-à-dire que c'était une pièce qui n'était pas représentative de l'échantillon. On a cru que tout allait bien, mais en fait, on était déréglé. On a continué à produire, on a pris un autre échantillon à 10 heures, enfin une autre pièce à 10 heures, et là, manque de bol, on a pris une pièce sur cet échantillon qui n'était pas une pièce extrême vers le haut, enfin en valeur haute, mais une pièce extrême en valeur basse, donc qui était hors tolérance. Vous pouvez constater qu'à 9 heures et à 10 heures, on a probablement produit beaucoup de rebuts qu'on n'a pas vus. Voilà, parce qu'il y avait une partie de la production qui était hors tolérance. Et donc à 10 heures, catastrophe, on s'est recentré, mais on s'est recentré de l'écart de cette pièce-là par rapport à la cible, qui est un écart beaucoup trop important pour régler le problème. On a, entre guillemets, on a décalé le problème carrément de l'autre côté, dans la zone supérieure. Et donc c'est pour ça que à 11 heures, on a récupéré une pièce qui, elle aussi, était extrême, qui se retrouve hors tolérance. Voilà. Donc tout ça permet d'illustrer dans les yeux des opérateurs les problématiques de surréglage qui interviennent lorsqu'on pilote un processus de fabrication
en prenant simplement une pièce, par exemple toutes les heures ou un certain fréquentiel. Voilà. Quand on prend une pièce, on ne voit pas quelle est la moyenne et la dispersion de notre process de fabrication. Donc on peut prouver qu'on a à peu près 85% de chances de se tromper dans notre décision. Voilà. Donc c'est pour illustrer la notion de surréglage et l'intérêt donc d'utiliser des échantillons comme on le fait dans la SPC. Voilà. Donc ces notions-là, évidemment, nous ont permis de dire, si on compare les deux premières méthodes, contrôle à 100% SPC avec un contrôle fréquentiel, ben, le contrôle fréquentiel, effectivement, il nous permet de contrôler moins de pièces, une pièce toutes les heures. Par contre, il nous fait réagir beaucoup trop tôt, et surtout de manière erronée, comme on vient de le voir. Y a-t-il des rebuts produits? Potentiellement, oui. Donc on passe beaucoup plus de temps à régler. On a l'impression de faire du bon travail parce qu'on règle plus souvent. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment capable d'éviter les rebuts? Ben non. On l'a vu hein, dans notre exemple, on peut très bien avoir des rebuts qui sont produits, qui sont vraiment directement le résultat du surréglage qu'on est en train de réaliser. Voilà, donc pour replacer, disons, les notions de base et l'intérêt donc d'utiliser l'ASPC dans, disons, la perspective des opérateurs qui sont en usine. Voilà. Et Françoise pourra confirmer tout à l'heure leur adhésion, disons, à ce parcours qui a été suivi dans la formation et cette manière de travailler qui leur a été proposée. Voilà. Donc, une fois que ces notions de base, ce travail de conviction a été réalisé, nous devions évidemment aussi transmettre les compétences opérationnelles nécessaires. Voilà. Alors, j'avais une petite question sur ces compétences opérationnelles. À votre avis, donc, en termes de compétences opérationnelles, savoir comment on maîtrise un process de fabrication. Pour maîtriser un process de fabrication, qu'est-il nécessaire de faire? Est-ce qu'il est nécessaire de le stabiliser statistiquement? Est-ce qu'il est nécessaire de le rendre capable? Est-ce qu'il est nécessaire de centrer sa moyenne sur la cible de la tolérance? Voilà. Il y a plusieurs réponses possibles. Hein. OK, très bien. Donc, voilà, merci pour vos réponses. Donc, effectivement, les trois réponses qui étaient proposées étaient applicables. Effectivement, pour maîtriser un process, ce qu'on leur a transmis, c'est le fait qu'il est nécessaire de le stabiliser statistiquement, ce process. Voilà, pardon. Il est nécessaire de le stabiliser statistiquement. Il est nécessaire de le rendre capable. Et en termes de centrage, alors, on peut essayer de centrer sa moyenne sur la cible, mais on ne pourra jamais avoir un processus qui est tout le temps centré sur sa cible parfaitement. Voilà, donc il faudra plutôt essayer de gérer son décentrage par rapport à la cible. Voilà. Donc c'est les notions que nous avons été amenés à transmettre, que Françoise a été amenée à transmettre aux participants par la suite, voilà, par la suite de la formation. Donc, qu'est-ce que maîtriser un process, hein, ce qu'on veut leur transmettre, ben, c'est déjà comprendre que le process a des variabilités et que ces variabilités sont des variabilités en localisation du process et aussi en dispersion de ce process de fabrication. Comprendre que pour le maîtriser, on a besoin de le stabiliser, de le rendre stable statistiquement, de leur faire comprendre de manière pragmatique qu'est-ce que c'est, le rendre stable statistiquement. Et comprendre enfin que pour le maîtriser, il est aussi nécessaire de le rendre capable. Voilà. Donc, comment on a fait ça dans cette action de formation? Avec des choses, disons, pragmatiques. Hein, déjà, bon, reconstruire, vous voyez, avec les petits cubes qui sont indiqués ici, qui représentent chacun une mesure de pièce, eh ben, les variabilités d'un processus de fabrication. Quand on empile les cubes, on comprend, chaque cube représentant une pièce mesurée, on comprend la notion d'histogramme qui résulte de notre empilage de cubes. On comprend la notion de distribution qui en résulte. Et ça permet de comprendre cette représentation sous forme d'histogramme ou de distribution des variations du process de fabrication. Voilà, de manière simple. Et comprendre que pour maîtriser notre process, cet histogramme ou cette gaussienne, on a besoin de la faire rentrer de manière fiable dans l'IT, voilà, dans l'intervalle de tolérance qui est indiqué en dessous. Et donc, pour bien mettre ça en parallèle avec quelque chose de la vie de tous les jours, pour que nos opérateurs puissent bien comprendre, faire rentrer mon histogramme dans ma tolérance, c'est un peu comme faire rentrer ma voiture dans mon garage. Voilà. Il y a deux choses, si on veut faire rentrer notre voiture dans notre garage, qu'il faut avoir. Si je prends le Hummer que j'ai représenté dans le slide précédent,
par rapport à la taille de mon garage, on voit tout de suite que ça ne va pas rentrer. Voilà. Il faut donc que ma voiture ait la largeur adéquate pour pouvoir rentrer. Si je prends la voiture du milieu, bon, qui est particulièrement fine, hein, elle aura aucun problème. Bon, reste à savoir si je veux vraiment choisir cette Volvo, apparemment, hein, parce que c'est une Volvo, devant, il y a le logo Volvo. Ou si je préfère choisir celle de droite. Voilà. Bon, c'est aussi une question de budget, bien évidemment, hein, voilà. Mais notre voiture, pour entrer dans le garage, elle doit avoir, d'une part, la largeur adéquate. Faire un parallèle. Et puis, imaginons que j'ai choisi la C4. Si je veux que ma voiture rentre dans mon garage, il va pas falloir que quand je rentre chez moi le soir, je sois au téléphone, en train de discuter d'autre chose, d'un problème très prenant. Il va falloir que je fasse un minimum attention. Quand je rentre le soir à 20 h après une longue journée de travail, il va falloir que j'essaye de rentrer le maximum centré. Voilà. Et donc, c'est la première notion. Effectivement, ces variabilités de notre process, c'est la même chose que rentrer la voiture dans notre garage. Notre distribution de tout à l'heure, effectivement, eh ben, il faut qu'elle ait déjà la bonne largeur pour rentrer. Si déjà elle est d'une largeur comme ça, elle pourra jamais rentrer. Elle est trop, donc, dispersive. Et puis la deuxième chose, c'est que cette distribution, il faut aussi qu'elle ait le bon centrage, la bonne localisation. Si elle est, mettons, la tolérance est comme ça et que la gaussienne est bien au milieu, on va rentrer. Par contre, si on est décentré, bien évidemment, on rentrera pas. Voilà. C'est des notions qui peuvent sembler évidentes, mais encore faut-il pouvoir les expliquer de manière pragmatique, encore une fois, à des participants qui sont opérateurs en fabrication. Voilà, première notion, il y a des variabilités. Pour maîtriser notre process, il faut les maîtriser en dispersion, et il faut les maîtriser en localisation. C'est la première notion. La deuxième notion, voilà, alors bon, des choses qui détaillent ces éléments-là, on passe à une représentation du process qu'on a montré tout à l'heure, la moyenne, la dispersion. On explique évidemment que une partie de la production, dans ce cas-là, va se retrouver hors tolérance, voilà. Et donc, quand on raisonne, donc ça représente des rebuts, bien évidemment. Et quand on raisonne en termes de localisation, dispersion, ce qui est intéressant, quand on comprend bien cette notion de localisation, dispersion, c'est qu'en fabrication, si on a une dispersion adéquate, eh ben, effectivement, on va pouvoir se relâcher un petit peu notre centrage. Donc les deux vont ensemble, en fait, hein, les deux travaillent ensemble pour garantir qu'on a la maîtrise de notre process de fabrication. Le moins on est dispersif, le plus on pourra se décentrer. Évidemment, si on est très dispersif, il faudra qu'on soit parfaitement centré. Donc on aborde avec eux ce type de notion. La notion qui vient après, qui a été abordée, c'est tout simplement la notion de stabilité. Donc c'est comprendre graphiquement ce que c'est qu'un processus stable. Le processus qu'on a devant nous est-il stable en localisation et en dispersion? Bon, ben bien évidemment, hein, quand on fait observer à nos collègues la moyenne de chacune de ces distributions et puis la dispersion de chacune de ces distributions, on voit bien que effectivement, quand on passe de cette dispersion-là, par exemple, à celle-ci, vous voyez les heures, hein, à chaque fois, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, on voit bien qu'on a quelque chose qui n'est pas du tout stabilisé. Voilà, donc on a travaillé avec eux de manière à leur faire comprendre cette notion de stabilité et surtout qu'ils comprennent qu'un process qui n'est pas stabilisé, finalement, n'est pas du tout prédictible. Donc, effectivement, que si on ne peut pas le prédire, a fortiori, on ne pourra pas le maîtriser. Donc, cette notion de stabilité est quelque chose d'hyper important et de fondamental. Voilà. Donc, OK, on est arrivé je présente pas tout, bien évidemment, mais on est arrivé à introduire cette notion de stabilisation. Voilà. Et puis, voilà, maîtriser un process. Il y a des variations en localisation, en dispersion. Évidemment, ces variations, on veut les stabiliser. Alors, on a stabilisé notre process. Une petite question pour vous, avec un sondage. Tout simplement, à votre avis, est-ce qu'un process qui est stable, du coup, statistiquement, peut être non capable? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, voilà, j'ai 33% de oui, 67% de non. Alors, la réponse est oui, un process qui est stable peut ne pas être capable. Voilà. Donc, on peut le voir, hein. Imaginez que vous ayez un processus qui est maîtrisé en SPC, vous tracez ses variabilités. Vous voyez, donc ici, je trace les variations du process.
Ça, ce sont des limites de contrôle hein, ou des limites de surveillance. Limites de surveillance supérieure, limites de surveillance inférieure. Ce n'est pas les limites de tolérance, c'est les limites de surveillance SPC. Tant que le process est dans ces limites de surveillance, il est stable. Il est stabilisé. Par contre, si on représente les limites de tolérance, ici, tolérance sup, tolérance inf, ben on voit bien que le process qui est en bleu, il est stable, c'est-à-dire qu'il est dans les limites de surveillance, il est dans ses limites de stabilité, mais il n'est pas capable. Voilà. Donc, on a abordé cette notion de capacité. Ça, effectivement, hein, un process, pour le maîtriser, il faut qu'il soit stable, il faut qu'il soit capable. Donc, on leur a transmis ces éléments. Françoise a vraiment innové pédagogiquement pour transmettre aux opérateurs la notion de calcul d'une capacité, qui est pas évident parce que il y a des divisions, hein, donc c'est pas évident quand on a un niveau académique qui est pas adéquat de comprendre comment on calcule un CP, comment on calcule un CPK. Voilà. Donc le CPK, hein, on a évidemment une explication graphique de ce que c'est, hein, le CP-CPK. Voilà. Et puis pour terminer, la dernière chose qu'on a transmis, évidemment, c'est nos opérateurs. Ils souhaitaient, quand ils ont vu tout ça, ils étaient, je pense, Françoise le confirmera, assez motivés par la SPC. Elle était déjà en place, encore une fois, dans l'entreprise, hein, mais ils étaient motivés pour passer à une approche qui avait beaucoup plus de sens de la SPC. Donc la dernière chose qu'on leur a transmise, c'est, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils doivent faire, étape par étape, comment ils doivent s'y prendre au jour le jour pour appliquer la SPC. Et donc ça se traduit sous forme de cartes qui reprennent les instabilités qui peuvent apparaître. Par exemple, 7 points en augmentation, 7 points d'un côté de la moyenne. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on ne vous a pas tout mis dans la carte, hein, on a gardé un petit peu de confidentialité. Qu'est-ce que je fais si je constate cette instabilité-là sur la carte de la moyenne? Qu'est-ce que je fais si je la constate sur la carte de l'étendue ou de l'écart type? Voilà. Donc c'est tout simplement ça. Hein. Je prends mon échantillon à telle fréquence, je le contrôle en moyenne, en étendue, je reporte ça sur ma carte, je vois si j'ai des instabilités et j'applique les modes de réaction. Et ça fait du sens, ça les aide à piloter efficacement leur process de fabrication. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici, hein, c'est pas peut-être. Bonjour à tous. Donc, Xavier a déjà dit beaucoup de choses sur cette formation. Alors effectivement, j'ai déployé là cette opération qui était une opération assez importante puisqu'on a quand même formé 11 groupes en quelques semaines sur plusieurs sites de fabrication. Donc c'était comme une opération d'envergure. On a formé 65 opérateurs donc en intra avec des groupes qui étaient de taille allant de 3 à 7 personnes. Alors, comme l'a dit Xavier, l'enjeu était important parce que dans ces entreprises, la SPC était déjà largement déployée. D'ailleurs, il y avait des opérateurs qui étaient eux-mêmes référents et qui formaient eux-mêmes leurs collègues. Et pour certains qui avaient eu des formations un peu académiques, celles-ci étaient déjà très lointaines et donc ils ne se souvenaient pas tellement d'un certain nombre enfin, en tout cas, les notions étaient quand même n'étaient plus très concrètes et plus très claires pour eux. Donc, on est parti d'un niveau. Vertis fait une qualification, une caractérisation du niveau initial des participants au travers d'un quiz qui est envoyé aux stagiaires avant le démarrage de la formation, qui est extrêmement intéressant puisque ça permet effectivement d'évaluer le niveau de départ. Donc là, on avait un niveau initial très hétérogène. Xavier a essayé au maximum de faire des groupes de niveau, ce qui était pertinent parce qu'effectivement, ça a permis d'avoir des interactions intéressantes au sein des groupes. Et donc, typiquement, on avait quand même au départ 85% des personnes qui étaient largement en dessous du seuil de bonne réponse qui était estimé à 60%. Et on avait un niveau moyen, on va dire, de 46%. Donc, avant de démarrer la formation. Et l'objectif de cette formation, c'est qu'on amène les stagiaires à un niveau au-delà de 60% de bonne réponse. Donc, on était en dessous. Donc, c'était un petit challenge quand même c'était un petit challenge pour cette formation. Alors, ensuite, on requalifie à la fin de la formation le niveau des stagiaires, donc à la fin de la journée de formation. Et le niveau final, il était il avait largement progressé puisqu'on avait un progrès moyen de 23%. Et on avait moins de 30% de personnes qui n'étaient pas au-dessus de 60%. Donc, on avait 70%, plus de 70% des personnes qui avaient atteint le seuil de 60%. Donc, avec un niveau moyen d'ailleurs de 68%. Donc, plutôt vraiment un progrès très mesurable,
vraiment un progrès qu'on a pu mesurer, y compris sur les personnes qui étaient a priori pas forcément au départ parmi les plus avancés. Alors, donc ça c'est pour mesurer un petit peu on va dire le progrès qui a pu être vraiment quantifié sur cette formation. Alors, au-delà de ça, la formation, elle a plu. Elle a plu parce qu'elle est concrète. Je crois que Xavier en a montré un aperçu. Elle est vraiment ponctuée d'ateliers pratiques et d'exemples de la vie courante. Donc, j'ai essayé de la nourrir effectivement au maximum de ces exemples de la vie courante. Je dirais que son côté novateur, c'est vraiment le fait qu'elle est adaptée, sur mesure, et que toutes les notions, y compris des notions qui ne sont pas du tout évidentes, sont abordées et rendues compréhensibles pour tout le monde. Notamment les notions statistiques, elles sont rendues accessibles par des exemples concrets. Comme j'ai dit, pour certains issus de la vie courante, j'ai parlé par exemple de la distribution des âges d'une population. Donc ça parle, une distribution, même si ce n'est pas un process de fabrication, il y a des process de fabrication en pâtisserie, etc. Donc des choses qui parlent à un maximum de personnes. Et évidemment, tous les exemples qu'ils ont au quotidien autour de leur poste de travail. Alors, il y avait vraiment ce besoin quand même de rendre accessible. Comme l'a évoqué Xavier, la notion de capacité, par exemple, ça a été un point un petit peu difficile. Quand on présente un ratio avec l'intervalle de tolérance divisé par le 6 sigma, là, on a quand même, effectivement, ça parle à peu de personnes. Et ceux qui avaient déjà entendu parler de capacité, ils n'étaient pas majoritaires, s'en faisaient toute une histoire en pensant que c'était extrêmement calculatoire, très compliqué, etc. Donc, le fait de l'avoir rendu vraiment concret, visuel, avec les graphiques, en positionnant juste l'intervalle de tolérance sur effectivement la distribution du process, c'est simple. Et certains ont pu voir qu'effectivement, ils étaient capables de calculer comme ça, de manière sans calculette, sans rien, en tout cas d'estimer une capacité. Donc ça a été effectivement très salutaire et vraiment, pour certains, une révélation. Alors, je dirais que, un petit peu en conclusion, je dirais que cette formation, elle a eu pour moi plusieurs effets. D'abord, pour les personnes qui pratiquent la SPC dans le cadre de leur poste de travail, il y en avait quand même pas mal. C'était un vrai éclairage sur la signification des différents graphiques, des tableaux qu'ils ont sous les yeux tous les jours. Donc là, la vocation de donner du sens a vraiment rempli ses objectifs. Et il y en avait vraiment besoin parce que certains se sentaient frustrés, effectivement. Alors, certains avaient même pratiqué dans le passé sur format papier, en fait, avant qu'il y ait les logiciels de SPC au poste de travail. Et ils avaient l'impression qu'en format papier, ils comprenaient mieux ce qu'ils faisaient parce qu'ils faisaient les calculs eux-mêmes. Et donc, ils avaient un petit peu cette routine et ils comprenaient pas forcément les formules, mais en tout cas, il y avait quand même une notion de maîtriser un peu plus ce qu'on faisait. Là, les logiciels affichent plusieurs écrans, et puis ça reste un petit peu opaque quand on n'a pas effectivement les basiques en tête. Deuxième effet, l'effet catalyseur pour challenger, se poser des questions à la hiérarchie, demander à sa hiérarchie c'est quoi le CPK que vous demandent vos clients, ce type de questions, effectivement. Certains se l'étaient jamais posé et se sont vraiment dit, effectivement, ce serait intéressant qu'on sache pourquoi on a un CPK qui s'affiche en rouge, pourquoi il s'affiche en vert, etc. Ensuite, et il y en avait beaucoup dans ces groupes, des personnes qui étaient plus éloignées dans leur travail au quotidien de la SPC. Et ces personnes ont eu vraiment le sentiment et la satisfaction d'avoir appris des choses. Donc ça, c'était intéressant parce qu'ils n'étaient pas forcément motivés au départ, mais en tout cas, ils ont manifesté effectivement cette satisfaction en fin de formation. D'une manière générale, pour tous, une certaine fierté aussi d'avoir quand même suivi un module réputé quand même assez difficile, d'avoir progressé. Donc, c'est, je pense, également pour les managers qui proposent cette formation à leurs collaborateurs, un levier de reconnaissance et de motivation qui n'est pas à négliger. Enfin, pour tous les participants qui, pour la plupart, en fait, là, n'avaient pas demandé la formation, certains l'avaient demandé, mais c'était vraiment plutôt une opération massive à l'initiative du management. Tous ont considéré, enfin, en tout cas, manifesté le fait qu'ils avaient passé une bonne journée, ne pas avoir regretté. Donc, à ce titre-là, je pense qu'aujourd'hui, même au niveau de la motivation, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Et c'est également une formation qui est relativement transposable dans toutes sortes d'industries, donc qui est utile pour les opérateurs. Voilà un petit peu ce rétex. Peut-être en complément, il me semble, Françoise, que la formation a aussi mis en lumière
des manques au niveau de l'encadrement vis-à-vis de la SPC. Je me rappelle plus t'avoir entendu en parler. Oui, effectivement, j'en ai pas parlé. J'ai dit qu'effectivement, là, il y a eu un choix délibéré de ces entreprises de former en priorité leurs opérateurs. Mais effectivement, l'ASPC, idéalement, ça devrait être effectivement des formations qui touchent un peu toutes les strates de management, également l'encadrement. Parce que encore une fois, ce sont des notions qui sont compliquées et même si on croit savoir, on ne sait pas forcément et on peut du coup véhiculer des messages qui sont erronés et qui peuvent perturber. Alors là, bon, il y a eu cette première étape de formation des opérateurs. Je pense que peut-être ça sera suivi d'opérations de formation du management. C'est peut-être pas exactement les mêmes modules effectivement qui sont appliqués dans ces cas-là. Il y a des modules un peu plus complets, un peu plus poussés, mais bon, les notions restent un peu les mêmes malgré tout. Et je pense que c'est bien qu'effectivement tout le monde soit formé et puisse du coup partager un peu les expériences de manière synchrone en fait. Donc voilà, et le fait de mal pratiquer, ou en tout cas de croire qu'on pratique bien, ça peut amener à des contresens qui peuvent être dommageables également sur les décisions qu'on prend. Encore une fois, les opérateurs, ils ont une responsabilité à ce niveau-là, ils prennent des décisions, ils font des diagnostics, comme l'a dit Xavier, ils vont rentrer en mode réaction, ils vont choisir effectivement le mode de réaction. Si ces réactions sont pas les bonnes, ça peut arriver à quasiment à dérégler, dans beaucoup de cas, dérégler les processus qui étaient plutôt stables à la base. Donc c'est quand même lourd de conséquences quand on pratique mal la SPC. C'est un outil extrêmement puissant, moi c'est ce que je dis, c'est un outil extrêmement puissant quand c'est bien appliqué, ça peut être dangereux quand c'est pas bien appliqué en fait. C'est sûr. Surtout par des équipes de nuit qui sont là pour 8 heures, sans support qualité forcément à la hauteur. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été remonté également, effectivement, le fait que les équipes de nuit sont un peu seules et qu'il faut qui n'ont pas forcément l'accompagnement qui va bien, oui.